On commence à enregistrer. Bonjour Laurent, vous entendez bien du coup de votre côté? Oui, est-ce que tout le monde entend bien? Alors, on Bon, entendait mieux ce matin. Je sais pas pourquoi le son n'est pas aussi fort. Ah, Euh, alors, et il faut qu'on parle plus fort de notre côté ou pas? si on s'approche du micro, c'est mieux? Et faites si je juste, parle évitez là-dedans? juste de faire du bruit, s'il vous plaît. Et je pense que moi, du fond, j'entendais bien ce matin. C'est bon? Et là, ça donne quoi? Mhm. They Ouais, là, say, ça va. ça va ou vous voulez qu'on essaie de mettre plus fort? They say the sound is a little Un, low un compared petit to peu this plus fort, si morning. c'est possible. That's their side. Ah, c'est de votre côté apparemment. Ah, bah, il me semble que j'ai mis au maximum. Je vois pas trop comment on peut monter plus. Que ce matin, ça marchait avec madame. Alors, à moins que. Le t-shirt de lâcher. La grangère. Non. Ouais. They're trying to increase the sound. Là, je crois que c'est mieux. Allez-y. C'est mieux? Nouveau test. Ouais, c'est mieux. Vous entendez mieux? Oui. On va essayer de parler fort. On va essayer de parler fort et vous de votre côté, il faudra ouvrir grand les oreilles. Ouais, c'est ça. Voilà. Avec ces deux paramètres, on devrait y arriver. Bah, du coup, bienvenue à CMS. On va peut-être commencer par se présenter l'un et Ouais. l'autre. Donc moi, c'est Tristan Loiseau. Je suis ingénieur ici à CMS, l'une des expériences du CERN. Et je travaille à la coordination technique. Donc, on fait en sorte que la machine fonctionne et un peu plus que ça, on essaie aussi de l'améliorer dans le temps. Et moi, je suis Ludivine Céa, je suis physicienne. Je travaille pour CMS aussi, mais maintenant, je suis impliquée dans la construction d'un nouveau détecteur, ou en tout cas dans un nouveau sous-détecteur qui va remplacer une partie du détecteur actuel dans les années à venir, mais on pourra en parler plus en détail. Et du coup, moi, je vais rester avec vous à la surface pendant que Tristan va nous montrer l'expérience elle-même, donc le détecteur lui-même, en descendant dans les cavernes souterraines. Voilà. Donc, donc voilà, est-ce qu'on commence par 2 minutes rapides d'introduction du CERN et puis ensuite on commence sur peut-être la visite. On peut partager ça? Donc là, vous voyez une vue aérienne voilà, de là où on vit et de où on travaille. Euh, donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec le CERN, c'est un laboratoire de physique des particules qui a été créé plus ou moins à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans le but de faire de la recherche sur la physique des particules, et donc de quoi est fait la matière et répondre aux grands mystères de l'univers. Donc notre outil de travail, c'est un grand accélérateur de particules qui fait 27 km de circonférence, donc on le voit là en jaune, à peu près à moins 100 mètres sous terre. Et cet accélérateur, il accélère des protons qui se collisionnent ensuite à des endroits bien précis, 4 entre autres, donc CMS, ALICE, Atlas et l'HCB. Et aujourd'hui, nous sommes à CMS, donc situé sur le point ici, qui est un des détecteurs principaux. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus au niveau introduction? Je sais pas on sait pas du tout ce que vous connaissez ou pas. Donc, si jamais vous savez déjà tout ça, il faut pas hésiter à nous interrompre. Mais oui, donc l'idée du CERN, c'est de comprendre mieux l'univers qui nous entoure. Et pour ça, on fait des collisions entre différents types de particules, principalement des protons. Donc, on va les accélérer dans un sens et dans l'autre dans l'anneau de 27 km. Et on va les faire se collisionner en 4 points, donc à l'intérieur de 4 énormes détecteurs qui sont comme des appareils photo surpuissants qui vont nous permettre de voir le résultat de ces collisions et d'en tirer des meilleures connaissances de la matière et de notre univers. Alors, quand on dit que on les accélère, on les accélère vraiment, ces particules. On les accélère à 99,99999, enfin, je sais plus, vous mettez 6,9 et puis après vous mettez un 6, je crois, pour cent de la vitesse de la lumière. Euh, Pourquoi est-ce qu'on les accélère pas carrément à 100%? Est-ce que quelqu'un sait? Est-ce qu'on peut leur poser des questions? Oui, oui. Ok.
Quelqu'un sait pourquoi on n'arrive pas à les accélérer à 100%? Est-ce que c'est parce qu'on est un peu mauvais? C'est possible. Possible, hein? Est-ce que quelqu'un sait si c'est possible d'accélérer une particule à 100% de la vitesse de la lumière? Ouais, une particule ou n'importe quoi, hein. N'importe quoi, oui. Non, personne ne sait. Non? Bah non, c'est pas possible. C'est physiquement pas possible parce que qu'est-ce que c'est la vitesse de la lumière? C'est une particule qui s'appelle un photon. Vous avez peut-être entendu ça, le photon, ça porte la lumière, etc. Bah, le photon, en fait, il a une masse complètement nulle et il voyage dans le vide et ça donne la vitesse de la lumière. Et nous, on fait pas circuler des. Alors, on a le vide, nous, hein, dans les tuyaux des aimants du LHC, donc Large Hadron Collider, le grand collisionneur de hadrons. Mais, donc, le vide, c'est pas un problème, mais par contre, on n'accélère pas des particules qui n'ont pas de masse, on accélère des particules qui ont une petite masse, et du coup, ça fait qu'on pourra jamais accélérer aussi rapidement que des photons qui n'ont pas de masse. C'est une loi qui a aussi été annoncée par Einstein, c'est qu'on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Donc voilà, donc même au CERN, on obéit aux lois de la physique. Voilà, donc on va pouvoir aller à 99, je vous ai dit, 0,9999996%, mais pas à 100%. Et au niveau de l'énergie, du coup, quand on les collisionne, ben, c'est 7 téra-électronvolts pour chaque particule, donc ça te fait 14 téra. Des téra, vous connaissez, vous avez pris les puissances déjà ou pas? Ouais, je sais pas. Ils sont censés les connaître. Ok. Donc, c'est 10 puissance 15 électronvolts. Donc, c'est des milliers de milliards d'électronvolts. C'est un peu comme si vous aviez l'énergie de TGV lancée à pleine vitesse, quoi, mais qui est concentrée dans un espace qui fait la taille d'un point. Voilà. Donc, c'est une très, très, très grande énergie qui est mis en œuvre dans une collision. Voilà. Je ne sais pas si Tristan, toi, tu veux y aller ou pas. Bah, je pense qu'on va commencer à Ouais. bouger gentiment. Ok, moi, je vais Ça n'empêche pas de continuer à continuer à vous discuter pendant, raconter hein. des choses. Ouais, ouais. Donc, la partie immersive va commencer plus ou moins maintenant. Donc, vous allez me suivre. Vous allez voir un petit peu à quoi ressemble notre lieu de travail de tous les jours. On dit au revoir à Tristan. À tout à l'heure. Donc, on va avoir des images de Tristan qui vont nous venir dès qu'il aura retrouvé sa camera woman. Et voilà. Donc, on le voit sortir de la salle de contrôle. Donc, là où où on était tous les deux, où je suis encore, c'est la salle de contrôle de CMS. C'est de là d'où on pilote le détecteur et là où on s'assure que les données qu'on prend, donc toutes ces photos qu'on prend des collisions, eh ben, elles sont de bonne qualité et qu'on va pouvoir faire de la physique, des analyses de physique avec. Des collisions, il y en a beaucoup par seconde. Il y en a 40 millions par seconde. C'est assez énorme. Et on va pouvoir aujourd'hui voir le détecteur seulement parce que les collisions sont arrêtées. Donc là, il y a un arrêt technique de 3 jours pour en fait changer le type de particules qu'on va mettre dans l'accélérateur. Et du coup, en ce moment, il n'y a pas de collision dans le détecteur. Et ça va nous permettre du You have coup the keys and extra. euh, ça va nous, donc, ils cherchent les clés pour aller en souterrain. Et du coup, ça va nous permettre de, euh, oui, ça va nous permettre du coup de pouvoir aller voir le détecteur parce que sinon, c'est quoi le problème en fait quand il y a des collisions à l'intérieur du détecteur? Pourquoi est-ce que les gens peuvent pas rentrer dans la caverne? Pas le risque? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rentrer dans la caverne quand l'accélérateur de particules est en marche? Est-ce qu'il fait trop chaud? Est-ce que Ouais, il y a des gaz toxiques? Qu'est-ce que c'est le problème? vas-y. Il y a trop d'énergie. Ouais, et ça, c'est pas bien pour. Non? Alors, plus que de l'énergie, c'est quoi le problème? Bah, il a un peu raison, c'est-à-dire il y a des particules en fait qui vont voyager à
avec une très grande énergie. Et les particules qui voyagent avec une très grande énergie, ça s'appelle des radiations, en fait. Et les radiations, bah, on sait qu'il y a une Ludivine? limite. Ouais, 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 vas-y. Donc, je t'interromps 2 secondes. vas-y. On, donc, on arrivait dans notre première étape de notre petite visite. Là, ici, c'est le bâtiment principal de surface de CMS. En fait, c'est ici que CMS, donc le détecteur, a été assemblé il y a maintenant une vingtaine d'années, avant d'être descendu à moins 100 mètres sous terre par un gros morceau, des morceaux de près de 1000 tonnes. Et actuellement, tout cet espace est en cours de réaménagement parce que le CMS est en phase où on va construire un nouveau détecteur amélioré pour remplacer l'ancien. Donc, on va enlever des petits bouts. Alors, quand je dis petits bouts, certains sont pas si petits que ça parce qu'il y en a qui font quand même 300 tonnes. Donc, ça fait finalement un petit bout qui est plutôt gros. Et on voit ici, juste derrière moi, la zone de HGCAL, donc qui est un calorimètre. Ludivine, pour en dire 2 mots, qu'est-ce qu'un calorimètre? Qui va être notre prochain, qui va remplacer un détecteur existant. Donc on voit la table bleue là, qui est une table d'assemblage qui va accueillir ensuite le détecteur pour être assemblé, testé, qu'on appelle commissionné, avant d'être descendu en souterrain. Voilà, je te redonne la parole, Ludivine. Nous, on va commencer à descendre en souterrain. Merci. Du coup, là, vous voyez derrière Tristan, il y avait un grand poster de CMS. Ça, c'est une coupe transverse, mais de taille réelle. Donc, CMS, c'est un gros détecteur. C'est un détecteur qui fait 26 mètres de long. Donc, vous pouvez le voir à l'écran bientôt. 26 mètres de long. Donc là, vous avez une coupe de CMS. C'est 26 mètres de long et 16 mètres de diamètre. Donc c'est un gros détecteur. Il fait 14 000 tonnes. Et c'est pour ça que le C, en fait, ça veut dire compact. Donc CMS, ça veut dire compact muon solénoïde. Vous le trouvez pas très compact? Bah moi, je vous propose de le comparer à Atlas, qui est l'autre détecteur principal du LHC. Vous vous rappelez, il y en avait 4 et qui lui est de l'autre côté complètement de l'anneau, et ben Atlas, il va être 2 fois plus léger, seulement 7000 tonnes, mais 2 fois plus grand, donc 42 mètres de long et 26 mètres de diamètre. Donc à côté, CMS, c'est un petit trapu, quoi. Voilà. Et du coup, un détecteur comme ça, c'est comme un oignon. Donc c'est un oignon cylindrique, quoi. C'est plein de couches de sous-détecteurs et chaque sous-détecteur, il est fait avec une technologie spéciale qui va permettre d'observer un certain type de particules. Donc, au centre, on a vraiment les deux protons qui vont se collisionner et des centaines d'autres particules qui vont voyager dans les différents sous-couches du détecteur. Donc là, on voit Tristan qui passe le Le sas pad. d'accès personnel, voilà, le PAD, Personal Access Device. Device. Et donc, il doit badger avec son dosimètre parce qu'on a dit il pouvait y avoir donc, des radiations. Donc, évidemment, quand le détecteur en marche, les radiations sont importantes. Pardon, quand les collisions sont en cours et que le détecteur est en marche, évidemment, les radiations sont importantes et donc les accès sont complètement fermés. Mais lorsque les collisions s'arrêtent, eh ben, la radioactivité descend très rapidement. Donc, ça nous permet d'envoyer des techniciens, des ingénieurs, des physiciens, des électriciens, etc., dans la caverne. Mais il y a encore un peu de radiation, donc il va porter un dosimètre. C'est ce qu'on voit qui pend autour de son cou. C'est un dosimètre personnel, voilà, qui va enregistrer les radiations qu'il reçoit. Et puis, il y a une limite, évidemment, à ce qu'il a le droit de recevoir par an. Lorsqu'il a atteint son quota, en fait, la porte va juste pas s'ouvrir du tout. Donc voilà. Donc là, il est obligé d'attendre. Donc du coup, là, ouais, l'ascenseur, on vous a pas menti, c'est vraiment une immersion. C'est qu'on est en train de travailler. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial ici à CMS. Oui. Parce que donc la façon dont on travaille durant l'année, on a, comme l'a dit Ludivine, il y a beaucoup de collisions par seconde, mais ensuite aussi pendant une longue durée. C'est-à-dire que une année typique, c'est qu'en principe de mars à décembre, la machine, donc l'accélérateur, fait des collisions en permanence, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour avoir un maximum de données. Et à la fin de l'année,
et d'un moment bien précis pendant l'année, on arrête la machine pour pouvoir accéder à notre caverne expérimentale pour faire différents types de maintenance ou d'amélioration. Donc là, aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. On a 3 jours d'arrêt. C'est pour ça qu'on a pu organiser aujourd'hui cette visite virtuelle pour accéder à la caverne expérimentale et vous montrer l'expérience. Donc pour nous, un jour d'arrêt, c'est souvent un jour où il y a plus de travail parce que les gens qui sont sur le terrain, les techniciens, c'est le moment où ils ont accès pour pouvoir faire tout ce qu'ils ont à faire, réparer ce qui a été cassé, améliorer ce qui a amélioré, etc., etc. Donc là, on va prendre l'ascenseur d'ici dès qu'il sera de retour pour descendre à moins 100 mètres sous terre à peu près. Donc déjà, on pourrait se poser la question, mais pourquoi diable s'embêter à mettre une expérience à moins 100 mètres sous terre? D'ailleurs, c'est une question qu'on peut peut-être poser à votre assemblée. Est-ce que quelqu'un a deux, trois idées de pourquoi on s'est embêté à mettre notre expérience si bas sous terre? Est-ce que quelqu'un a une idée? Oui? Les radiations, Et c'est pas un peu plus fort? que les radiations, elles soient bien placées. Alors, c'est une bonne partie de réponse, mais en fait, tu pourrais aussi juste faire un gros tunnel en béton armé, et ça enlève quasiment toutes les radiations possibles. Donc, on aurait pu faire un gros tunnel en béton armé de 27 km au-dessus, en surface, en fait. Mais du coup, je ne sais pas si vous avez dans l'idée. Est-ce qu'on peut repartager la première slide, s'il te plaît, Zoltan? Merci. Donc, vous voyez le tracé du LHC, là, les 27 km, et ben ça passe par des habitations, ça passe par mon ancien appart, je pense même. Donc, en fait, c'est pas possible de construire un truc pareil en surface. Ça passerait par beaucoup trop d'habitations, de champs, etc. Donc, en fait, on a juste préféré de le mettre sous terre, dans un tunnel en béton armé pour les radiations, mais aussi donc en souterrain pour pas détruire tout sur le passage. Pourquoi 100 mètres? Parce qu'on aurait très bien pu se dire, bon, on va pas s'embêter, on va le faire à 10 mètres, quoi. On va pas aller Donc c'est chercher. parti. Ouais, c'est parti. En fait, on l'a mis à 100 mètres parce que c'est une couche géologique stable. En fait, ils sont allés chercher la couche géologique qui serait la plus stable pour un tunnel de cette envergure, quoi. Voilà. Donc là, il y a Tristan qui est dans l'ascenseur. Vous allez voir qu'on va On va vraiment. sûrement perdre la connexion, mais Ah on vous oui, c'est retrouve vrai. bientôt. Ouais. À tout de Si on... suite. Ouais, super. Du coup, nous, on peut continuer un peu à parler de CMS, donc du détecteur. Je vous ai dit, c'était comme un oignon, avec plusieurs couches de sous-détecteurs. Chacun va être d'une certaine technologie pour observer des particules. Depuis tout à l'heure, on parle de particules, mais je suis pas sûre que vous comprenez tous forcément ce que c'est une particule élémentaire. Donc, on va essayer de comprendre ça ensemble. Donc, vous, moi, les étoiles, les exoplanètes, la galaxie, n'importe quoi, on est tous faits de la même matière. J'aime bien ce discours. Donc, si on zoome sur ma main ou sur le sol d'une exoplanète, on va toujours voir la même chose. On commence à zoomer, on voit des molécules. À l'intérieur des molécules, il y a des... Vous savez ça? Qu'est-ce qu'il y a dans les molécules? Ils sont un peu timides. Vous êtes timide? Non, mais attendez, c'est moi qui ai l'affiche là. Je suis toute seule devant ma caméra. Non, ouais, donc si vous cliquez, donc si vous zoomez sur ma main, on va voir des molécules. On passe un peu des étapes, hein, désolé pour les biologistes. À l'intérieur des molécules, il y a des atomes. Ok? Dans les atomes, il y a un noyau qui est fait de deux sortes de particules, neutrons, protons, et puis autour, il y a un nuage d'électrons. Si on zoome sur l'électron, à votre avis, est-ce qu'on va avoir quelque chose de plus petit à l'intérieur? Ouais. Pas un peu plus fort? Il a dit des quarks dans les électrons. Ah, c'est la prochaine question, je suis désolée. Non, là, quand on zoome sur les électrons, en fait, on voit rien à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle une particule élémentaire ou fondamentale, l'électron. Il n'y a rien de plus petit à l'intérieur. Donc ça, l'électron, on le met dans notre tableau des particules fondamentales, qui est le tableau des particules du modèle standard. Et We c'est check une that I have particule access. élémentaire. Et ensuite, I'm on live. Tristan, Ouais. tu veux parler? On va juste, donc on arrive en bas, on vous a retrouvé. Donc on va accéder dès que le shifter m'aura donné une clé. Ok. Voilà. Donc en fait, là, juste pour, désolé d'interrompre la conférence sur le modèle standard, euh, on va rentrer dans la caverne expérimentale.
Donc, le but, pourquoi il y a toutes ces clés, etc., le but, c'est de s'assurer qu'une personne qui rentre, on soit sûr, alors qu'elle est rentrée, c'est une chose, mais surtout qu'elle soit ressortie ensuite. C'est pour ça que j'ai une clé avec moi. Et quand je vais ressortir, je remettrai la clé, ça s'appelle une consignation. Et donc, la machine est un système automatisé que si toutes les clés n'ont pas été rendues, on ne peut pas à nouveau injecter un faisceau. Donc, c'est pour la sécurité, tout simplement. Et Donc, du maintenant, coup, je vais tu attendre. peux Ouais, expliquer qu'est-ce que tu as fait avec le petit boîtier là, que tu as montré tes yeux au petit boîtier? C'est ouais, aussi ce que c'est Noémie vrai va que faire. C'est quand même cool. en effet, c'est cool et c'est sympa. Donc là, en fait, j'ai fait ça assez rapidement, mais quand je suis rentré dans la boîte jaune, j'ai placé mes yeux dans un scanner, donc ça a scanné mon iris, un peu comme dans les films de James Bond, là, pour s'assurer que la personne qui a badgé, c'est bien moi, quoi. Pour pas que je puisse donner mon dosimètre à quelqu'un d'autre et donner un accès à une personne non autorisée. Donc c'est une couche de sécurité supplémentaire. Voilà, du coup, là, on voit Noémie qui fait exactement la même chose dès que le pad voudra bien la laisser rentrer. Parce qu'il faut aussi dire que le pad, du coup, il laisse rentrer qu'une personne. Donc, si on a de l'équipement comme elle a là, avec sa petite caméra et tout, ben, il peut penser que c'est deux personnes. Donc, il faut rentrer avec son équipement bien groupé. Puisque ben voilà, c'est une couche de sécurité en plus, c'est pour pas que quelqu'un puisse rentrer en même temps que vous. Et du coup, il faut bien fermer la lanière de son casque et tout ça. Donc, c'est toute une histoire, voilà. Donc c'est bon, maintenant Noémie était avec moi et on va pouvoir avancer. Ah oui, il faut qu'elle change de mât de caméra et ensuite on va aller dans la caverne expérimentale. Donc bon, juste pour, je crois que tu avais un slide Ludivine qui montrait un petit peu comment étaient agencées les deux cavernes. Donc en fait, on a deux cavernes, une caverne de service et une caverne expérimentale. Et la façon dont était construit CMS, c'est d'avoir dans la caverne expérimentale, entre guillemets, le minimum, donc le détecteur. Et la caverne de service, on met tout le reste dans une caverne qui est vraiment à part, séparée par 7 mètres de béton armé. Et de cette façon, tous les services, donc que ça soit par exemple l'eau pour le refroidissement des détecteurs, l'hélium liquide pour le refroidissement de l'aimant, on en parlera aussi peut-être un peu plus tard, la partie électrique, aussi toute la partie traitement de données, dans une caverne à part qu'on peut accéder presque en permanence et donc faire des interventions rapides en cas de nécessité. Noémie, c'est bon, t'es prête? Eh bien là, on y va. Vous me suivez. Bonjour messieurs. Donc là, on est dans le tunnel qui sépare les deux cavernes, la caverne de service et expérimentale. Et derrière cette belle porte jaune, la consécration, notre beau détecteur. Donc là, tu es au sol, hein. OK. Donc, vous voyez, Ludivine parlait de compact. Compact, ça ne veut pas forcément dire petit. Donc là, il y a le détecteur CMS qui est en position fermée. Donc, on verra, on va parcourir le long de la caverne. On verra qu'il y a plusieurs tranches qui nous permettent de l'ouvrir ou le fermer suivant les nécessités pour pouvoir accéder aux différentes parties du détecteur. Donc, on a dit que le détecteur, enfin pas le détecteur, mais en tout cas l'accélérateur était à l'arrêt. Donc, il n'y a pas de collision. C'est pour ça que moi-même, je suis dans la caverne. Par contre, il y a certains systèmes qui sont encore en fonctionnement. Et en particulier, on a l'aimant. Donc, on a un gros aimant, compact muon solénoïde. Solénoïde, en gros, ça veut dire un aimant, qui est situé au centre de l'expérience et qui est très puissant. Et pour vous essayer de vous illustrer un petit peu, on peut vous montrer. Alors là, on le voit un petit peu déjà sur le bout de la chaîne. Il y a une petite courbe qui se crée, qui montre qu'il y a un champ magnétique dans l'air ambiant. Et plus on va se rapprocher, plus on va se rendre compte. Là aussi, déjà, on voit qu'il n'est pas très droit et qu'il a tendance un petit peu à bouger dans tous les sens. Et ça, vous ne vous en rendez pas compte, mais moi, je me rends compte quand je marche avec mes chaussures de sécurité, parce qu'il y a un petit bout de fer au bout de mes chaussures de sécurité. À certains endroits, j'ai tendance à avoir un peu le pied qui va pas où j'ai envie qu'il aille. Bon, ça reste modéré, donc c'est pas dangereux, mais c'est une sensation tout à fait unique, au moins pour la première fois quand on vient ici. On va se rapprocher un peu. Donc là, on est au pied vraiment du détecteur, où si je colle la chaîne, là, ça devient
Bon, là, il y a tout qui se colle d'ailleurs, j'arrive pas à le gérer. Voilà. Donc, c'est mon plus beau tour de magie que je ferai aujourd'hui. Je ne ferai pas mieux. Et c'est très, très bizarre, mais aussi la façon dont, quand je bouge la clé, elle s'oriente directement dans le champ magnétique. Et là, si je lâche la clé, clairement, elle se retrouve collée au détecteur. Donc, je vais la garder bien en main. Sympa, n'est-ce pas? Donc, on va continuer un petit peu notre visite. Peut-être qu'on s'arrête 2 secondes ici. Donc, bon, le détecteur, globalement, est symétrique. On est sur la partie gauche, qu'on appelle la partie plus, avec ce gros, comment on peut dire, cette grosse structure orange. Cette grosse structure orange, c'est simplement euh, des, des sortes de casiers d'acier remplis de béton qui nous servent de blindage, parce que le faisceau de particules arrive par la gauche ici pour collisionner au centre. Mais ce qui est important, quand on fait la détection de particules, on veut détecter seulement les produits de la collision, c'est-à-dire que les particules vont se collisionner vraiment au centre du détecteur, créer d'autres particules qu'on mesure, mais on ne veut pas détecter ce qui vient de l'extérieur. Et là, cette zone-là est une zone, un peu une source de création de radiation et de particules, et on ne veut pas que ça perturbe la mesure du détecteur qui est ici. C'est pour ça qu'on vient blinder l'ensemble avec cette grosse architecture d'acier et de béton. Euh, c'est une structure auquel j'ai participé au design d'ailleurs il y a quelques années. Alors ensuite, on continue un petit peu notre avancée. On a sur la gauche le détecteur HF, qui est un détecteur extérieur. Et ensuite, on voit nos différentes sources, pas sources, pardon, nos différentes tranches de détecteurs. On les voit ici, une première tranche ici, avec à son pied ce qu'on appelle des airpads. Donc, c'est des grosses galettes où on vient injecter, si besoin, de l'air sous pression pour réduire la friction et ensuite tirer avec des énormes câbles et des systèmes de vérin qu'on peut aller voir là-bas. Donc là, c'est notre système qui nous permet d'ouvrir CMS. Donc, vous voyez que c'est des câbles qui viennent s'ancrer sur la partie à tirer. Et ensuite, on a un système de vérin qui vient craboter, qui vient pincer le câble, le tirer, à nouveau le pincer, le tirer, etc. et enrouler l'ensemble du câble jusqu'à ce qu'on ait obtenu la position désirée. Euh, on va parcourir la caverne de long en large et ensuite on va monter un petit peu les étages pour avoir une vue d'ensemble. Ok. Bon, donc, vous voyez du coup à quoi ça ressemble un détecteur, donc 16 mètres de diamètre, et puis là, du coup, il va parcourir les 26 mètres de longueur. Donc, si on reprend notre petite conférence sur les particules, on avait dit que dans un atome, il y a des électrons, un nuage d'électrons autour, et qu'à l'intérieur de l'électron, il n'y a rien, c'est une particule fondamentale. Et puis ensuite, on a dit qu'il y avait un noyau avec des protons et des neutrons, et que si on regardait dans les protons et les neutrons, par contre, on voyait des autres choses, et il y a l'un d'entre vous qui a donné la bonne réponse, il y a des quarks. Il y a 3 quarks dans le proton, 3 quarks dans le neutron. Et les quarks sont de différentes saveurs, on dit. Du coup, il y a des quarks up et des quarks down. Il y a 6 saveurs au total, mais dans les protons et les neutrons, il n'y a que des up et des down. Et du coup, ça, on a le tableau donc, des particules élémentaires du modèle Voilà là-bas, ouais. standard. Ouais. Et du coup, les 3 premières colonnes, là, on a les quarks et puis on a les leptons, ça s'appelle. Donc, l'électron, c'est un lepton. Vous n'avez pas besoin de retenir quoi que ce soit, mais si vous devez retenir quelque chose, c'est que dans la matière, c'est comme dans une maison, il y a des briques, donc les quarks, les leptons, les électrons, etc., qui forment les briques qui servent à construire les murs. Et puis, comme dans une maison, il faut du ciment. Et les ciments, ça, c'est des autres genres de particules qui l'amènent. C'est ce qu'on appelle des bosons. Donc, c'est tous ceux qui sont en rouge plus celui qui est en jaune. Donc, les bosons, c'est juste une famille de particules donc, qui va porter une force. Et ces forces, c'est les forces fondamentales de la physique. Il y en a 4, et 4 rouges là que vous voyez, et vous en connaissez au moins 3.
Au moins deux. Au moins deux, même si vous avez jamais ouvert un livre de physique de votre vie, vous en connaissez au moins deux. Est-ce que vous avez une idée ou pas? C'est écrit dessus ou quoi? Non, ça va. C'est pas écrit dessus. Allez, c'est quoi les forces fondamentales? Ouais, si ça peut vous aider, je peux faire ça. Vas-y, Florent. Attention. Nucléaire, Comment? Dis plus force fort. nucléaire, force forte. Ouh! Alors toi, tu as déjà ouvert un livre de physique, je pense. La force nucléaire forte, ouais, c'est quel boson? Comment il s'appelle? C'est le boson gluon, donc c'est le premier. Et comme son nom l'indique, il glue, il colle les quarks ensemble pour faire des protons stables, quoi. Ensuite, celle que j'essaie de vous faire découvrir, deviner, c'était celle-là. Ça, c'est la gravitation, ok? Et c'est l'action donc de la gravitation, c'est sur quelque chose qui a une masse, ok? Et ensuite, on voit les autres bosons. Donc, il y a le boson photon, on en a parlé. Donc, tout ça, c'est celui qui va porter tout ce qui est lumière, champ électrique, champ magnétique. Ça, c'est une seule et même force qui s'appelle l'électromagnétisme. Et puis après, on a la force nucléaire faible qui est portée par les bosons Z et W. Et ça, c'est tout ce qui rentre en compte dans les processus radioactifs, par exemple. OK? Donc voilà, vous voyez qu'il n'y a pas de boson de gravitation, hein. Donc le graviton n'existe pas. On ne l'a pas encore découvert. Peut-être qu'on le découvrira un jour, mais en attendant, ça n'a jamais été observé. Donc pour le moment, la gravitation, elle est un peu à part en fait. C'est un des problèmes de la physique d'ailleurs, c'est que on a une théorie de gravitation qui marche très très bien à grande échelle, donc elle, la galaxie, etc. Et puis on a la théorie quantique qui marche très très bien à petite échelle. Mais il y a un peu un fossé entre les deux, on n'arrive pas à les unifier. Et ça, nous, les physiciens, on n'aime pas, quoi. On aimerait bien unifier, avoir une seule description pour toutes les forces et toutes les échelles dans l'univers. Il reste un boson, il est en jaune, il s'appelle le Higgs. Il a été découvert, donc c'était le dernier boson du modèle standard de la physique, donc de toutes ces particules que vous voyez là, qui avait été prédit par des théoriciens, mais qui n'avait pas été observé dans une expérience. Il a été observé du coup pour la première fois en 2012 dans les expériences CMS et Atlas en même temps. Il s'appelle le boson de Higgs. Et pourquoi c'est un boson important? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, le boson de Higgs? Quelqu'un sait? Pas pour la masse. Ouais, très bien. Donc, c'est lui qui va donner la masse à toutes les autres particules. Bon, attention, je n'ai pas dit le poids, hein. La masse, c'est une propriété intrinsèque. En gros, tu as une particule qui naît et elle a une carte d'identité. Et sur sa carte d'identité, il y a écrit sa force d'interaction avec le X, sa charge, plus, moins, zéro. Okay. Puis un autre truc qui s'appelle le spin, c'est pas la peine de se souvenir. Et donc, plus l'interaction avec le boson de Higgs est forte, plus la particule va être lourde, plus l'interaction est faible, moins la particule va être lourde, voire même elle va pas avoir de poids du tout comme le photon. Okay. Donc, ça veut quand même dire que jusqu'à 2012, les physiciens n'étaient pas sûrs de comment les choses avaient une masse, quoi, de pourquoi et comment elles avaient une masse. Donc, c'était quand même hyper important pour nous de l'observer. Voilà. Et Ludivine, ouais, vas-y. je vois que vous avez fait le tour un petit peu de la grande famille des particules. Du coup, maintenant, on a fait, pendant ce temps-là, on a fait un petit peu le tour de la caverne et maintenant, on est vraiment sur l'expérience. Au-dessus de moi, on voit du coup, le puits. Donc, tout à l'heure, quand j'étais dans la grande salle de surface, on vous l'a pas montré, mais en gros, presque sous mes pieds, il y avait ce qu'on voit ici. Donc, un grand puits là, de plusieurs, je crois qu'il fait à peu près 25 mètres de diamètre et à 100 mètres sous terre. Donc, quand on a besoin, on a un grand bouchon en surface qui s'ouvre, et qui nous donne accès à la surface via ce puits pour faire toutes nos différentes maintenances. Euh, J'en profite tant qu'on est dans la caverne, si qui est dans la salle, il y a des questions sur des choses qu'on voit, sur le vecteur lui-même. Sinon, ensuite, on va continuer notre tour par aller faire un tour en caverne de service. Quelle est les questions?
Ouais, juste pour vous dire, ça c'est vraiment une vue exceptionnelle que vous avez, parce que même quand on a des visites, surtout pendant les arrêts techniques d'hiver, mais on voit jamais le détecteur comme ça, quoi. On n'a pas le droit d'aller sur toutes ces petites passerelles et tout ça, donc on reste sur le côté. Donc Je sens que c'est Ludivine quand est un même peu chouette. jalouse. Ouais, un petit peu, ouais. Moi, je suis coincée ici. Non, mais voilà, donc c'est une chouette vue. Après, c'est pas forcément la vue, comment dire, la plus compréhensible du détecteur par rapport à la coupe là, que je vous ai montrée tout à l'heure. Il y a beaucoup de structures autour, donc c'est pas forcément facile à reconnaître tout. Du coup, on a parlé là qu'on fait des arrêts techniques courts pour réparer des choses, faire de la maintenance, etc. Et tous les hivers, hein, donc de fin Ah oui. décembre à mars à peu près, on fait un arrêt technique un peu plus prolongé. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on l'arrête l'hiver, le grand collisionneur? Pourquoi est-ce qu'on fait plus de collisions l'hiver Quelqu'un a une idée? plutôt que l'été? Est-ce que c'est parce qu'on veut aller au ski? Ouais, Je pense que c'est une des bonnes raisons, celle-là. Ouais, c'est une bonne raison, mais c'est pas la seule. vas-y, dis plus fort. C'est trop fort. Non, alors non, parce que dans le tunnel, c'est ventilé, c'est gardé à température constante, donc il fait toujours à peu près 18-19 dans le tunnel et dans la caverne d'ailleurs. Donc non, non, on ressent pas le froid. Mais qu'est-ce qu'il faut pour faire fonctionner l'accélérateur, à votre avis? Ça fonctionne à quoi? Au charbon? Vas-y, Florian. Avec quoi ça fonctionne, à votre avis, tout cet appareillage? Quoi, c'est des gens qui Oui, pédalent sur un vélo? parle plus fort. À l'énergie solaire? Waouh, on aimerait bien. On aimerait Ouais. bien. On aimerait bien. Mais l'énergie solaire, de toute façon, ça se transformerait en quoi? En électricité. OK? Donc l'accélérateur, il fonctionne avec de l'électricité et il fonctionne avec beaucoup d'électricité. OK? La consommation annuelle du LHC, c'est à peu près la consommation du canton de Genève. Donc c'est assez énorme. Alors je pense qu'ils n'ont pas un contrat avec EDF particulier à particulier, hein. Je pense qu'ils ont un contrat un peu spécial. Si Ils ont un jamais peu mieux que le d'ailleurs, tarif bleu, ouais. ouais, c'est un peu mieux que le tarif bleu. Ouais. Si jamais il y avait un problème d'ailleurs côté français, donc côté EDF, ben, on peut basculer sur le réseau suisse aussi en secours. Mais ben, on parlait du tarif bleu là, tout à l'heure, mais là en gros, l'électricité l'hiver, elle est plus chère. Ok. Et donc, on est obligé de faire trois mois de maintenance. Et ben, on va choisir de les faire l'hiver, là où l'électricité est plus chère, mais aussi là où l'électricité est plus demandée en fait dans la région. Donc, c'est pour ça qu'on fait la maintenance l'hiver. Donc là, vous avez une chouette vue. Je vais peut-être laisser Tristan Ouais. parler. On va peut-être se rapprocher un petit peu du détecteur lui-même pour voir à quoi ça ressemble. Alors, de votre perspective, potentiellement, ça ressemble un petit peu à un sacré foutoir. Euh, Parfois de ma perspective aussi, mais non, quand même, c'est un petit peu un minimum organisé. Donc en fait, il y a vraiment le détecteur en lui-même qui est vraiment au centre, qu'on voit pas parce que le détecteur est fermé, donc il y a vraiment des systèmes qui détectent la particule. Quand on montera en surface tout à l'heure, on pourra avoir des échantillons. Mais ensuite, il faut différentes choses, des services pour pouvoir faire fonctionner tout ça. Là, premièrement, on voit des racks, hein, donc ce qu'on appelle un rack, c'est ces boîtes bleues avec à l'intérieur différents, on appelle des boards et des cartes, qui sont là donc pour plusieurs choses. Ça dépend. Souvent, c'est des choses qui sont un premier intermédiaire pour pouvoir récupérer la donnée, pour la traiter et la transmettre ensuite à une deuxième zone qu'on verra ensuite. Après, qu'est-ce qu'on voit autour de nous? On voit des grosses boîtes là en inox qui, je sais pas ce que vous en pensez, mais ressemblent fortement à un peu un frigo industriel. Et vous n'aurez pas tort de dire ça parce que c'est clairement un frigo. À l'intérieur, c'est tout le système de refroidissement d'un détecteur en particulier qui s'appelle le détecteur Tracker. Donc, on a un liquide qui s'appelle du C6F14, donc qui est refroidi à peu près à moins 40 degrés et qui circule à l'intérieur de ces boîtes et ensuite qui est distribué
via des tuyaux bien spécifiques qui sont isolés à l'intérieur du détecteur. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On voit donc des câbles qui alimentent les racks. On voit encore beaucoup de tuyaux. Là, c'est des tuyaux en cuivre, donc des tuyaux qui sont de l'eau distillée à l'intérieur, qui refroidissent les racks. Là, on voit un flexible. Derrière nous, on voit d'autres types de câbles, des câbles qui cette fois sont rouges et qui ont un plus gros diamètre. Donc là, c'est plutôt du courant qui passe à l'intérieur, mais à haute tension, donc qui alimente certaines, entre autres, les chambres, par exemple des chambres à muons, où ils ont besoin d'avoir une forte tension à l'intérieur pour détecter la particule. Donc vous voyez que au CERN, au final, il y a des gens comme Ludivine qui sont des physiciens qui sont en train de faire de la recherche, mais on a aussi besoin de tout un tas de corps de métier qui va du plombier à l'électricien, au mécanicien, à l'informaticien. Donc vraiment, c'est un peu une mini-ville avec tous les corps de métier qui s'y retrouvent. Donc maintenant qu'on a vu ça, ben, moi ce que je te propose, Ludivine, c'est qu'on va gentiment marcher vers la caverne de service, pardon. On va voir un autre aspect de CMS. Ok, ça marche. Du coup, comme on n'a pas pu voir l'intérieur du détecteur, je vous propose de le regarder sur un dessin. Donc là, c'est comme si vous aviez fait une tranche du détecteur, ok? Donc la collision, elle se produit au centre, là, donc tout à gauche du dessin. Et on a, comme je vous ai dit, plusieurs couches de sous-détecteurs. Donc on va avoir une première couche, c'est un trajectographe à silicium. Donc le silicium, c'est un matériau qui est sensible donc à la lumière et qui va détecter en fait toutes les traces des particules qui sont chargées. Les plus, les moins, on va les voir ici. Celles qui ne sont pas chargées, on ne les verra pas. Ensuite, on a un calorimètre électromagnétique qui est fait en cristaux de plomb tungstène. Donc, le plomb tungstène, si vous le regardez, on dirait un cristal de verre, mais en fait, ça va avoir Ah oui, tu outside. un poids beaucoup plus important. C'est vachement plus lourd. L'idée, c'est que toutes les particules qui interagissent avec la force électromagnétique, hein, on l'a vu tout à l'heure, qui est portée par le photon, mais du coup, ça va être aussi les électrons, ben, en fait, ça va déposer l'énergie dans ces cristaux. Les cristaux, en fait, vont forcer c'est ce genre de particules à s'arrêter en faisant des gerbes, là. Donc, c'est les petits gribouillages là, que vous voyez. Et en fait, on va pouvoir mesurer quelle était leur énergie initiale lors de leur création. Ensuite, on a le même principe, mais avec les hadrons. Ah ouais, du coup, c'est quoi un hadron? Quelqu'un sait? Parce que tout à l'heure, on parle du LHC, qui est un Large Hadron Collider, le grand collisionneur de hadrons. Mais du coup, c'est quoi un hadron? Quelqu'un sait? Ouais, vas-y. Ah, vite plus fort. Alors, Particules élémentaires lourdes. lourde, je suis d'accord. Élémentaire, non. Du coup, les hadrons, ça va être des particules qui sont constituées de quarks à l'intérieur. N'importe quoi qui a des quarks à l'intérieur, c'est un hadron. Ok? Et donc, on en a vu déjà deux dans l'atome, dans le noyau de l'atome, les protons et les neutrons, c'est des hadrons. Mais en fait, tu te souviens qu'il y avait 6 différents quarks et qu'on peut les assembler 2 par 2, 3 par 3. Et ça te fait à chaque fois un hadron différent. Donc, en fait, il y a des centaines de hadrons qui sont possibles et ils vont tous être arrêtés là dans cette couche jaune. Toujours le même principe, sauf qu'on va utiliser un autre matériau. Ça va être du laiton et des scintillateurs plastiques. Et du coup, ça va forcer à faire ces petites gerbes, là, ces petits grabouillages. Donc, toutes ces particules, elles vont donner leur énergie ici. On va pouvoir la mesurer. Enfin, on a le solénoïde de l'aimant supraconducteur. Donc, vous savez ce que c'est un aimant supraconducteur? Vous savez ce que c'est un supraconducteur? Non? Alors, un matériau conducteur, c'est quoi? C'est un matériau qui conduit la chaleur. Ok? Donc, par exemple, le cuivre, l'eau, c'est conducteur. Ok? Ça conduit l'électricité, ça conduit la chaleur. Mais quand
on passe de l'électricité dans un matériau conducteur, ben, ça conduit, ok, mais il y a quand même une certaine résistance, ok? Et si on met beaucoup d'électricité, il y a beaucoup de résistance et ça va chauffer le matériau. Si on veut passer vraiment énormément d'électricité, comme c'est le cas nous pour notre aimant, ben en fait, ça va tellement chauffer que ça va fondre, ça va être le drame, ok? Donc pour éviter ça, on va utiliser un matériau qu'on appelle supraconducteur, où il y a zéro résistance au passage du courant. Donc on peut en mettre tant qu'on veut. Mais le truc, c'est que les matériaux supraconducteurs, ils sont supraconducteurs que dans certaines conditions d'environnement. Et c'est quoi cette condition? C'est une condition un peu extrême. Quelqu'un sait? C'est le froid et c'est vraiment le grand froid. Donc on va descendre la température de notre aimant à moins 68 degrés, je crois. Et pour pouvoir en fait révéler ses propriétés supraconductrices. Et du coup, on va pouvoir balancer 18 000 ampères dans le matériau supra pour faire le grand champ magnétique dont on a besoin, que Tristan vous a montré avec la petite chaîne. En fait, ça correspond à 4 Tesla. Alors, aucun rapport avec la voiture, hein. C'est juste une unité de champ magnétique. Ça vous dit rien du tout, moi non plus, mais en gros, c'est 100 000 fois plus que le champ magnétique terrestre, qui est pas hyper fort, hein, le champ magnétique terrestre, c'est pas la folie non plus, mais là, c'est quand même 100 000 fois plus, donc c'est un gros champ magnétique. Donc là, on a vu cette couche grise, et puis après, on a ce que Tristan appelait les chambres à muons, parce que il vous a balancé ça, genre oui, ça c'est les chambres à muons. Les chambres à muons, c'est des détecteurs qui vont être là pour détecter un seul type de particule qui s'appelle un muon. C'est comme un cousin lourd de l'électron, et il a une petite particularité, c'est que toutes les autres particules, elles se sont arrêtées dans les calorimètres, électromagnétiques, hadroniques, sauf lui. Lui, il s'en tape. Il va traverser la matière sans interagir avec. Et donc, il va traverser tous les calots, il va traverser l'aimant, il va venir taper dans les chambres à muons, il va même sortir du détecteur, sortir de la caverne. Okay, donc, si vous avez une trace dans les chambres à muons, donc un hit, quoi, ça a tapé dans les différentes parties du détecteur, bah, vous êtes sûr que c'est un muon. Je redonne la parole à Tristan. Tu as un truc intéressant? Ouais. Ouais, bah, du coup, on est arrivé dans la caverne de service, donc on va la parcourir. Là, clairement, vous accédez à des endroits qu'il n'y a pas accès normalement à la visite. Alors, ça va être un peu bruyant dans les médias. On reparlera à la sortie. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez toujours, mais en gros, ici, dans la zone, On t'entend. on appelle la zone de cooling, où on s'occupe de tout le refroidissement du détecteur. Donc, c'est des pompes, des tuyaux, des vannes, et tout ça dans le but d'alimenter des circuits bien particuliers qui refroidissent différentes parties du détecteur ou les différents racks du détecteur. Alors, Noémie fait un petit tour là, rapide pour nous montrer à quoi ça ressemble. On va ressortir par la porte principale. Donc là, c'était la zone du cooling, donc du refroidissement. Là, dans la zone plutôt électrique, donc on voit les transformateurs qui récupèrent l'énergie qui vient de différents réseaux. On a deux réseaux qui nous alimentent, un réseau souterrain et un réseau de surface, et ensuite qui est redistribué aux différentes parties de l'expérience. On peut monter rapidement en haut tant qu'on est là. Ludivine vous a parlé de l'aimant et de la supraconductivité et de grand froid. Alors, le problème du grand froid, c'est que ça ne s'atteint pas comme ça. Il ne suffit pas simplement d'allumer le frigo. Enfin, dans un sens, si, il suffit d'allumer le frigo, simplement l'autre, il est un peu plus conséquent et il a une façon de travailler un peu différente. On travaille avec, on peut peut-être monter en hauteur là, Noémie. On travaille avec un liquide particulier hein, qui est l'hélium et qui a la caractéristique que quand on le refroidit très fortement, il devient liquide et on utilise l'hélium comme liquide pour pouvoir circuler dans ce qu'on voit derrière, qu'on appelle une cold box, et ensuite alimenter l'aimant. Ah oui, ouais, je sais pas si c'est nécessaire d'aller à l'intérieur, parce qu'il ne nous reste pas non plus tant de temps que ça. D'ailleurs, rappelez-moi, on termine à quelle heure là? On termine à 15h, non? 15h moins 5. Ouais. Ouais, donc on va activer un petit peu le mouvement On alors. peut déborder un petit peu, nous. Ok.
Ok. Ouais, mais on va essayer d'être efficace. Ah, ok. Donc là, maintenant, on va passer déjà par un deuxième puits. Donc un puits qui alimente la caverne de service. On se rend bien compte que on est tout en bas et tout là-haut, c'est la surface. Et si Noémie t'arrive à le montrer, juste à gauche, on a ce qu'on appelle les conducteurs barres. Donc en fait, c'est des barres de cuivre et d'aluminium qui nous servent, en cas de problème, à se décharger de l'énergie de l'aimant. Donc Ludivine l'a dit tout à l'heure, on circule environ 18 000, 20 000 ampères à l'intérieur de l'aimant, ce qui est absolument faramineux. Mais en cas de problème, il faut s'assurer que on crée pas ce qu'on appelle un quench, c'est-à-dire que si on perd la supraconductivité, si localement la température augmente, par exemple, ben, il y a un effet en chaîne qui peut se créer, c'est-à-dire qu'on perd la supraconductivité. Si on perd la supraconductivité, la résistance augmente. Si la résistance augmente, ça chauffe encore plus. Si ça chauffe encore plus, on perd encore plus, etc., etc. Et on pourrait tout simplement casser l'aimant. Donc, en cas de problème, c'est un système automatique. Si le système qui contrôle l'aimant détecte un souci sur par exemple, le refroidissement de l'aimant, tout de suite, on peut ramener en surface l'ensemble de l'énergie via ces énormes câbles, on pourrait dire, pour être ensuite déchargé en surface dans des résistances. Donc on pourrait se poser la question pourquoi il y a cette forme bizarre des conducteurs bars. Tout simplement parce que quand on libère cette énergie, c'est tellement entre guillemets violent que l'ensemble chauffe de plusieurs dizaines de degrés. Et ça, dû à la dilatation thermique, l'ensemble s'étend, augmente en longueur. Donc on a besoin d'avoir cette petite chicane qui permet d'avoir de la flexibilité dans le système. Donc maintenant, on passe sur une deuxième zone qui est très importante pour CMS, qu'on appelle la filter room. Donc filter pour filtre. Et en fait, qu'est-ce qu'on filtre ici? On filtre les données. Donc Ludine vous a expliqué, on a quand même beaucoup de collisions par seconde, environ 50 millions de collisions par seconde, ce qui est absolument gigantesque en termes de données. Et on n'est même pas capable de traiter autant de données. Et ça tombe bien parce que dans ces données, tout n'est pas forcément intéressant. Par exemple, il peut y avoir des protons qui, au lieu de se collisionner à pleine énergie, se frôlent sans vraiment créer une bonne et belle collision. Donc, on a une première partie où on vient filtrer, garder que ce qui nous intéresse. Et tout ça, c'est fait dans ces racks-là. Donc, dans ces racks-là, il y a de l'électronique qui est assez simple pour être assez rapide, pour pouvoir sélectionner la donnée. Donc, à ce niveau-là, on garde seulement une collision sur environ 500, si je me souviens bien des nombres. Ludivine, tu me coupes si je dis des bêtises. Ouais, 1000, c'est pareil. 1000, 500 000, ouais, l'ordre de grandeur est plus ou moins celui-là. Et sur ces données qu'on garde, on les ramène en surface pour faire un deuxième filtrage, où là, à nouveau, on fait une filtration d'environ, on garde une seule collision sur 10 000. Et ça, ensuite, après ces deux étapes de filtration, on garde l'ensemble pour être ensuite analysé par les physiciens. Alors, on pourrait se poser la question, mais pourquoi diable faire autant de collisions par seconde si à la fin, c'est la même énergie, on devrait avoir la même chose? Mais en fait, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que le monde de la physique quantique et de la physique des particules, on a besoin d'avoir de nombreuses statistiques et aussi il y a une notion de probabilité qui rentre en jeu. Quand on vient collisionner des protons à haute énergie, parfois on obtient un type de particule, parfois un autre type de particule, et très 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 rarement des particules par définition très rares qui nous intéressent. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment intérêt à augmenter le nombre de collisions par seconde pour pouvoir faire apparaître des résultats et faire des découvertes. On continue un petit peu notre voyage en caverne de service. On va terminer par une salle qui est en construction. C'est ce qu'on appelle la salle CO2. Donc là, c'est plus calme, il y a moins de bruit, tout simplement parce qu'elle n'est pas encore en fonctionnement, on est en train de la construire. Donc tout ça, c'est un petit peu aussi des gros frigos, des compresseurs qui vont gérer un gaz, le CO2, hein, qui est connu pour d'autres raisons. Et le CO2, nous, ça nous intéresse pour pouvoir refroidir notre détecteur, parce que c'est un gaz qui est liquide à peu près à moins de 40 degrés et qui se gère assez bien pour pouvoir refroidir, typiquement, par exemple, AGCAL, qui est le nouveau détecteur qu'on a vu qui est en construction en surface. Ça va, tout le monde arrive à me suivre? Et ça, c'est tout nouveau, hein, parce que moi, j'ai Ça, c'est jamais tout vu nouveau, ça. ça. Ouais.
Ah, décidément, Ludivine, Ouais, moi, je découvre des faudra trucs qu'on aujourd'hui. faudra qu'on te fasse une visite privée. Est-ce qu'on peut voir encore autre chose en bas? Je réfléchis pendant que je marche, mais je pense que c'est déjà pas mal. Donc, s'il nous reste 5 minutes, on va remonter en surface et puis on va essayer de regarder un petit rapidement à quoi ressemblent les maquettes et les échantillons de détecteurs que Ludivine a décrits tout à l'heure. Donc, nous, on va reprendre l'ascenseur. Donc, je te redonne la main, Ludivine. Ok, merci. Bon, du coup, vous entendez peut-être, il y a un peu de bruit de fond derrière moi. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de monde alors que le détecteur il est éteint? Bah, du coup, c'est un peu la même chose, on va dire, que ce qui se passe en bas, c'est que lorsque le détecteur est éteint et qu'en plus on va changer de type de collision qu'on va faire, donc normalement on fait avec des protons, on a dit. Là, on va faire avec des ions lourds. Donc, vers la fin de l'année, c'est Noël pour les gens qui font des analyses avec d'ions lourds. On va collisionner des noyaux de plomb très lourds, en fait. Et donc, là, il faut tout préparer, en fait, pour se préparer à ce type de collision. Dans la salle de contrôle, en fait, il y a de toute façon toujours au moins 2 personnes, même quand il se passe absolument rien et que c'est le calme plat, il y a toujours le shift leader, donc le chef des shifts, si vous voulez, et le technical shifter qui va s'occuper de tout ce qui est aspect de sécurité du détecteur, les alarmes, etc., et aussi de sécurité des personnes. Et puis ensuite, lorsqu'on est en collision, on a 3 shifters additionnels. Il y a un shifter qui est vraiment là pour mettre en route le détecteur pour qu'il prenne des données, un shifter qui regarde les menus de filtrage. Donc tout à l'heure, Tristan vous a parlé des différents niveaux de filtrage. En fait, il y a un genre de menu qui est établi et qui est dynamique. Donc on a besoin d'un shifter pour ça. Et puis il y a un shifter qui regarde la qualité des données qui est prise avec les reconstructions très brutes qu'on a tout de suite. Donc, pour regrouper recouper pardon, ce que Tristan il disait sur le fait que le LHC, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de à peu près mars à décembre, et ben en fait, dans la salle de contrôle, il y a 5 personnes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, également. Donc, voilà. Et c'est tous des physiciens qui font de l'analyse, qui font de l'upgrade comme moi, c'est-à-dire qui construisent des nouveaux détecteurs. C'est ce qu'on appelle une tâche de service. C'est une tâche qu'on fait pour la communauté, pour que tout le monde ait des belles données, voilà, à étudier. Donc voilà. Et il y avait d'autres choses dont je voulais vous parler, parce qu'on a pas mal insisté sur le fait qu'on avait un aimant, qu'il était fort, qu'on mettait beaucoup de courant dedans, etc. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on veut un aimant dans un détecteur comme ça? On peut remettre la slide, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça fait, un aimant? Vous savez ou pas? Est-ce que vous savez ce que ça fait un aimant sur une particule? Je peux remettre cette slide, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça fait un aimant sur une particule chargée? On a une particule chargée qui va tout droit. Et là, on met un champ magnétique. Ça va C'est la quoi l'effet du courber. champ magnétique en Ça mouvement? va la courber, ok? Sur une particule qui est chargée, ok? Donc là, on a toutes les particules qui sont créées là, ok? Avec une grande énergie. Et puis, elles vont se déplacer à 360 dans le détecteur, dans toutes les directions, mais elles vont se déplacer tout droit, ok? À 360, mais tout droit. Donc, c'est un peu difficile de reconnaître une particule chargée d'une particule non chargée. Maintenant, si on met un solénoïde comme ça avec un champ magnétique, ah ben là, c'est plus la même histoire. Là, les particules chargées plus, elles vont aller comme ça. Les particules chargées moins, elles vont aller comme ça. Et les particules non chargées, elles vont tout droit. Donc, juste en mettant un champ magnétique, on a déjà une super info sur qu'est-ce que c'est les particules qu'on a créées dans la collision. Ok? C'est la base un peu des détecteurs de physique de particules. Ok? Il faut absolument mettre un champ magnétique pour les différencier.
Ok, c'est très très pratique. Pourquoi est-ce qu'on veut un grand champ magnétique? Bah, c'est parce que comme on a des collisions de deux particules qui ont une grande énergie, ça crée des particules qui vont avoir un peu moins d'énergie, parce que chacun va prendre un petit peu, ok? Mais quand même, on va avoir des particules qui vont faire plusieurs millions d'électronvolts. Et du coup, bah, il va falloir un grand champ magnétique pour avoir une chance de les courber, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Ok? On va commencer par ça. Du coup, je suis justement devant un bout d'aimant. Ah, super. N'est-ce pas une belle transition? C'est magnifique. Donc en fait, là, on voyait vraiment une section de l'aimant. Alors, c'est vraiment une section. Alors l'aimant, il fait, j'ai plus le chiffre en tête, mais il fait 12 500 tonnes. Donc c'est un gros aimant. Et là, on voit une partie, donc on voit vraiment la matrice, donc c'est l'aluminium qui est autour, et au centre, les petits fibres qui sont faits en, que je dise pas de bêtises, niobium titane, si je me souviens bien, Absolument. euh, qui est le matériau supraconducteur. Donc l'ensemble de cet aimant-là est ce qu'on appelle dans une cold box, qui porte bien son nom, c'est-à-dire une, ou un cryostat, c'est-à-dire que c'est une sorte de boîte qui est isolée, on la voit là sur les images, cette boîte ici, qui est isolée de l'extérieur par du vide pour avoir une isolation thermique la meilleure possible, et qui, donc vous voyez, cet aimant, il est gros, il est au centre de notre détecteur. Donc si je vais en profiter avant de te rejoindre, Ludivine, pour montrer à quoi ressemblent les différents sous-détecteurs que tu as décrits sur le schéma. Donc on peut commencer par le centre avec le système Pixel et Tracker. Donc c'est de l'électronique, Strip Tracker, donc c'est des électroniques qui ressemblent à peu près à ça. Et sur le microscope derrière, on voit à quoi ça ressemble quand vraiment on zoom, 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 zoom. Ça fait des petits pixels qui mesurent quand une particule chargée traverse ce pixel. Ludivine nous a parlé aussi du calorimètre. Ici, le ICAL, donc électromagnétique caloriméteur, qui est fait, moi je le trouve assez cool celui-là. En fait, c'est fait d'un cristal, mais métallique. Donc c'est du plomb tungstène. Donc on le voit à gauche, à droite c'est du plexiglas normal, et à gauche c'est du plomb tungstène. Donc on voit que ce morceau de cristal là fait 3,5 kg, pourtant il n'est pas bien gros. Donc c'est pour dire que c'est vraiment du métal pur, et qui est cristallisé. Donc ça, c'est une technique de fabrication vraiment particulière où avec un autre cristal on initie la cristallisation et la cristallisation se propage pour créer un cristal plus gros. Je trouve ça assez poétique comme manière de fabriquer ça. On a ici l'autre calorimètre, le hadronic caloriméteur, qui est constitué du laiton et des plages et du détecteur plastique entre les deux pour mesurer l'énergie des hadrons. Alors, petit fun fact, la partie laiton a été construite dans les années 2000 en récupérant des vieux restes d'obus soviétiques. C'est quand même beau de se dire qu'on fait de la science en faisant la paix. Et pour terminer, les chambres à muons. Donc, on en a plusieurs types à CMS. Là, vous voyez les gemmes. Ici, vous voyez une chambre d'été. C'est d'été, ça ou pas? Non, ça, c'est d'été. Ça, c'est quoi, Noémie? CSC. OK. Donc, ça, bon, globalement, l'esprit est toujours un peu le même. C'est des chambres où il y a du gaz à l'intérieur, la plupart du temps fluoré, avec au milieu, on le voit à la caméra ou on le voit, un fin fil de cuivre avec un high voltage. Et quand un muon le traverse, il réagit avec le gaz fluoré qui lui-même ionise le gaz autour et envoie un signal via ce petit fil électrique. Donc c'est à peu près tout pour la description des différents éléments du détecteur. Et comme le temps avance, ce que je propose, c'est que je vais gentiment vous rejoindre dans la salle de contrôle. Donc à tout de suite, Ludivine. Ben, ça marche. On t'attend. Voilà. Du coup, maintenant, vous êtes des experts sur tous les sous-détecteurs de CMS et on comprend du coup le nom, hein, compact, petit et gros. Muon, expert dans la détection des muons et solénoïdes. Ça, c'est la forme de notre aimant qui est vraiment très, très important. Il y avait encore une chose que je voulais peut-être vous dire, c'est
quand on fait des collisions entre protons et protons, donc Tristan il l'a dit, hein, c'est un peu une question de probabilité ce qui va sortir. Mais ce qui est un peu magique quand même, c'est que on a deux protons qui pèsent pas très lourd, et quand on les fait se collisionner à grande énergie, et ben ça va créer des particules, beaucoup de particules, qui vont être potentiellement plus lourdes que les protons. C'est un peu un tour de magie, et ce tour de magie, en fait, il s'explique avec une formule de physique, la formule de physique la plus connue au monde. Est-ce que vous la connaissez? C'est une formule qui permet de transformer l'énergie E en masse Dites-le M. plus fort. Allez, Ouais, il je faut y crois aller qu'il plus fort, hein. E égale MC2, j'ai entendu? Oui, oui. Formidable. Ils sont très Exactement. timides, hein. Ouais, je vois, ouais. Mais du coup, c'est exactement ça, c'est E égale MC2, c'est l'énergie E des protons qui est transformée en masse M, c'est-à-dire des autres particules. Tu sais votre mettre, Tristan? Comme ça. Si, Une si, petite je place, fais mon touche cas. donc voilà, donc c'est un peu un tour de magie, hein. C'est un peu comme si vous aviez deux fraises, vous accélérez à trop grande énergie et vous imaginez que ça fait pas de la confiture, ok, c'est pour la métaphore. Vous les accélérez les deux fraises et vous faites une collision et là il sort de la collision des ananas, des melons, des bananes, des trucs qui sont beaucoup plus lourds que uniquement deux fraises. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on a pu produire par exemple des bosons de Higgs qui sont beaucoup plus lourds que juste la masse de deux protons. C'est parce qu'il y a une partie de l'énergie portée par les protons qui a été transférée pour créer de la masse. Voilà, Parce qu'on profite du temps qui nous reste pour essayer de prendre quelques questions. avant de absolument, terminer. absolument. J'aimerais bien que vous posiez des questions et il n'y a aucune question bête. Tristan a déjà posé toutes les questions bêtes avant Je continue à en poser assez régulièrement. régulièrement Ouais, à ouais. Ludivine. Et moi, les questions d'ingénierie, c'est pareil, hein, j'ai des questions stupides. Donc, allez-y, hein. Il y a des choses que vous voulez savoir, même qui sont pas de la physique, qui sont plus comment ça s'organise le CERN, ou qu'est-ce que c'est notre boulot. Allez, il y en a plusieurs, je vais donner la main. Vas-y, Clara. Moi, je voulais savoir combien de temps ça a mis à tout se construire, même si c'est pas encore complètement fini, mais combien ça a mis de Alors, temps? le CERN, il a été fondé en 1954. Et son premier accélérateur, le synchrocyclotron, il a commencé à fonctionner, je pense, en 59, si je ne peux pas dire de bêtises. Au fur et à mesure, ils ont construit des détecteurs, je dis on alors que je ne suis pas née, hein, mais ils ont fait des détecteurs en fait de plus en plus grands, avec à chaque fois, pardon, des accélérateurs de plus en plus grands, de plus en plus puissants, avec à chaque fois des détecteurs associés. Et le LHC, il a été construit entre 1995, je crois 95, pardon, et il a été mis en service en 2008. Alors, il a triché un peu parce que le tunnel était déjà là pour un accélérateur précédent, mais ça a mis 15 ans à peu près pour être construit avec les 4 détecteurs. Mais évidemment, ils n'ont pas eu l'idée en 94 pour commencer en 95. Ils ont eu l'idée dans les années 70 pour commencer à être construit en 95. Donc voilà. Et comme tu disais, en fait, c'est jamais fini. C'est-à-dire là, on prend des données, des très belles données. On a fait une très belle découverte avec le boson de Higgs, avec le LHC et les expériences CMS et Atlas, mais on voit toujours dans le futur en fait. Et donc là, il y a un projet qui n'a pas été encore validé, hein, mais d'avoir un accélérateur encore plus grand, de 100 km de circonférence, pour avoir encore plus de collisions et encore plus d'énergie. Voilà. Mais déjà, quelque chose qui va être fait pour sûr, c'est en 2028, on va changer toute une partie du détecteur et toute une partie du LHC aussi pour pouvoir faire plus de collisions par seconde. Donc, on va pas augmenter l'énergie, mais on va faire encore plus de collisions par seconde. Et donc, ça veut dire plus de bazar à filtrer, ok. Et donc, il va falloir des technologies nouvelles comme le sous-détecteur que je suis en train de construire. C'est une réponse à rallonge, désolée. Si on a une réponse courte, il faudra poser une question à moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, tiens, vas-y. Ça veut dire quoi exactement CERN?
Ah, très bien. Tu fais ou Donc, pas? ouais, ça, c'est assez rapide à répondre. Ouais, Donc, c'est le Centre européen pour la recherche nucléaire. ouais. Et Alors, c'était le nom original, mais qui a changé le depuis, je nom crois. original, c'était Conseil européen pour la Conseil. recherche nucléaire, mais je pense qu'ils ont officiellement changé en Ils ont gardé le l'acronyme, sigle, mais ils ouais, ont changé le. la définition. Ouais. Donc, nucléaire, c'est parce qu'on s'intéresse à ce qu'il y a vraiment au centre de la matière, mais on n'a rien à voir avec le nucléaire comme on entend dans les médias, qui est souvent soit en rapport avec les militaires, faire des bombes, soit en rapport avec créer de l'énergie. Ouais, C'est pas c'est notre ni sujet l'une ici. ni l'autre. Ouais. Notre sujet ici, c'est vraiment de la recherche fondamentale sur la matière. Et quand on fait de la recherche fondamentale sur la matière, on fait de la recherche aussi sur d'autres mystères plus vastes, typiquement l'énergie noire, donc plutôt des questions plus cosmologiques. J'avais T'as vu réussi à un- faire une réponse quand même assez longue hein, pour la question, je trouve, moi, mais bon. Ouais, mais un peu plus courte que la tienne quand même. Euh, Une on autre on question? n'avait pas vu d'autres mains se lever là, j'ai vu Si, que il y avait d'autres mains là. Ah, Ouais, vas-y. on veut des questions. Attends, essaie de parler plus fort, sinon avance-toi. ou sinon il faudra répéter la question. Sinon, vous nous répétez. Ouais. Vas-y. Ah, est-ce que c'est à l'initiative d'un seul pays ou de plusieurs pays la création de CMS? CMS. Ah, ok. Alors, Je pense que la oui, question c'est plutôt même le CERN en général. ouais, le CERN en général. Donc, le CERN en général, ça a été créé par plusieurs pays européens. Je sais plus très bien combien à la base, mais maintenant, tous les pays qui sont membres, je crois qu'on est à 24, 25 maintenant. Donc, il y a régulièrement des nouveaux pays qui deviennent membres. Donc, c'est plutôt les pays européens. Et donc l'Europe au sens géographique large, quoi. Et ensuite, donc ça, mais ça, c'est le CERN, ok? Donc le CERN, c'est un institut, ok? Le CERN, lui, il va faire les machines, donc les accélérateurs, ok? Donc il est responsable de faire tourner les machines. Et ensuite, les détecteurs, ça, c'est les autres collaborations qui sont financées par d'autres instituts. Donc le CERN, ça peut être un institut qui participe à la collaboration du détecteur, mais aussi on va avoir plein d'autres universités et instituts qui participent. Alors, il y a combien d'instituts dans CMS maintenant? Beaucoup. Clairement, on peut parler du. 400. Je crois qu'on est proche de 400 instituts. Donc, Les 5 continents sont représentés. Hein. ouais. Et les 5 continents, cette fois-ci, ouais, exactement, sont représentés. Donc, on a des instituts. Ludivine, tu peux nous dire quel est ton institut? Ça peut Ah oui, être un bon exemple. mon institut, c'est Taïwan. Donc, moi, je suis postdoc avec Taïwan. Donc, mon institut, c'est National Taiwan University, NTU. Et Tristan, lui, il est CERN. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Où se situe le CERN? Ah, ok. Ben, est-ce qu'on peut remettre la première scène? Ouais, je suis désolée. En effet, on aurait pu commencer par là quand même. Alors, pour les plus observateurs d'entre vous, vous allez voir un très grand lac et puis tout au fond, une grande montagne blanche. C'est la plus grande montagne de France et d'Europe. T'es sûr? Non, Ça dépend si on non, prend ça dépend, ouais, ça dépend si on prend la Géorgie, exactement. Parce qu'il y a le Kazbek, non, c'est pas ça qui est. Bon, bref, excusez-moi, je m'égare. Donc, on est situé à la frontière entre la France et la Suisse, très proche de Genève. Donc, le lac que vous voyez là, il est encerclé par, du coup, là, ici, par la ville de Genève. Et donc, le campus du CERN, le campus principal du CERN, qui est juste en face de Atlas, là, ben, c'est un campus en fait qui est à la fois sur la France et sur la Suisse. L'intérieur du campus, c'est ni la France ni la Suisse, c'est des terres, comment tu dis, internationales, quoi. C'est un peu le même principe, même statut, par exemple, que l'ONU. Ouais, C'est une organisation internationale. c'est une organisation internationale et du coup, il n'y a pas de frontière à l'intérieur du CERN pour aller entre le bureau et la cantine, quoi. Il y a une Heureusement. borne, Ouais. il y a une borne, mais il n'y a pas de douane, quoi. Voilà. Euh, voilà, c'est un très joli coin, je vous conseille. Pour ceux qui aiment le ski, par Pour exemple. ceux qui aiment le ski, par exemple. Ou la voile. Je confirme, je l'ai visité il y a à peu près 2 ans. Ah, Rappelez-nous, vous êtes J'étais où, venu vous?
J'étais venu à CMS, justement, on avait fait la visite de CMS, Ah et ben on voilà. était descendu, pas rentré dans le détecteur, mais on était descendu à 100 mètres sous terre. Dans la caverne de service, là où il y a Ouais, où ils font les filtrages des collisions. Donc Ok. c'est aujourd'hui, vous en avez ça. vu un petit peu Et plus. vous êtes où? À Aubenas, en Ardèche. Ah oui, Ardèche, ok. voilà. Benoît, Ok. ça marche. Est-ce qu'on a le temps encore pour une petite dernière Allez, une question ou petite pas? dernière question. Allez, qui d'autre? J'ai pas entendu. Allez, Cerise. Ah, il va falloir Alors, pas plus répéter. fort, Cerise. Non, je crois qu'il va falloir répéter de toute façon. Ah, où est-ce qu'elles sont prises les particules élémentaires? Mmh, Ah bah oui, ça, c'est une bonne très question, bonne ça. question. Est-ce qu'on peut mettre une autre slide? Attends. Tout part. Non, c'est pas celle-là, c'est celles qui sont sur l'autre. On arrive, hein. Donc, les particules, et donc, celles qu'on prend pour se faire collisionner, non, the bottle of Oh, yeah, not okay. helium, Yeah, yeah, yeah. hydrogen. Donc, les particules qu'on fait se collisionner, la plupart du temps, on a dit, c'est des protons. Ok, les protons, on a dit, on les trouve dans le noyau de n'importe quel atome. Donc, on aurait pu prendre un noyau d'eau, d'uranium, d'or, ok, tout ce qu'on veut, et prendre que les protons. On a choisi de faire ça avec de l'hydrogène, de prendre donc les protons qui sont dans les noyaux d'hydrogène. Pourquoi l'hydrogène, à votre avis? Ah, c'est quoi le noyau de l'hydrogène? Oui. Oui. Alors, elle dit le noyau, c'est qu'un proton, oui. Exactement, on peut pas faire plus simple, hein. C'est un proton, un électron, ok? Donc on va prendre l'hydrogène sous forme de gaz, donc là le dihydrogène, on va le passer dans une petite boîte là qui s'appelle un Ionisateur? non, duoplasmatron, c'est ça, duoplasmatron. Sympa. Ouais, j'aime bien. À caser en soi. Où on va en fait chauffer avec des décharges électriques le gaz à très haute température jusqu'à ce que ça fasse un plasma. Un plasma, c'est quoi? C'est un joli nom pour une soupe de particules libres. On a cassé le lien entre le proton et l'électron qui en faisait un atome d'hydrogène et du coup, on a des électrons, des protons qui bullent joyeusement dans le duoplasmatron. De là, on va juste vouloir trier les protons, donc sortir les protons de la boîte, laisser les électrons. Les protons, c'est chargé plus, les électrons, c'est chargé moins. Donc, qu'est-ce qu'il faut montrer à la sortie de la boîte pour attirer que les protons plus? Il faut montrer une charge sans cœur. J'ai l'impression. Le proton, il a une charge. Qu'est-ce que c'est qui attire les charges plus? Charge. Une charge moins. Ok, on va la refaire. Plus et plus, ça se repousse. Moins et moins, ça se repousse. Plus et moins, ça s'attire. Ok. Donc, si vous mettez une charge moins, et ben, toutes les charges plus, c'est-à-dire tous les protons vont sortir vont sortir de la boîte. Et à partir de là, on a déjà notre petit faisceau de protons qui commence. Là, il a vraiment pas d'énergie. Donc, en fait, on va le passer dans un accélérateur linéaire pour lui donner un bon kick, ok, pour lui donner une première énergie, une première dose d'énergie. Et puis là, on va le passer dans des accélérateurs successifs pour lui donner de plus en plus d'énergie jusqu'à être mis dans l'accélérateur. Je ne sais pas si on a de accelerator complex. Ouais. Elle est ici. Non, là, voilà. Donc, on l'a déjà vu tout à l'heure. Donc, tout commence en fait dans le LINAC 4, là. Et puis après, ça va passer dans le booster. Là, ça accélère un petit peu, mais c'est toujours pas assez pour mettre direct dans le LHC. Donc, on le fait passer par le proton synchrotron, qui date de 59. Donc, c'est une vieille machine. Et là, on le fait passer dans le super proton synchrotron, 7 km. Là, il est en souterrain, celui-là aussi. Et puis finalement, on peut injecter un faisceau dans une direction et un faisceau dans l'autre direction dans le LHC. Donc, c'est comme ça qu'on prend nos protons. Si on veut faire des ions lourds, en fait, on va se servir plutôt du LINAC 3. En fait, on va prendre des atomes de plomb et on va enlever tous les électrons pour avoir que le noyau, pour avoir plein de protons, plein de neutrons à disponibilité
pour faire des collisions qui vraiment vont avoir plein de quarks et plein de gluons, hein, donc le contenu des protons-neutrons. Et ça va faire un genre de plasma quark-gluon qui va être très intéressant à analyser, surtout pour ALICE et CMS qui font des analyses d'ions lourds comme ça. Voilà. On voit un petit peu les différentes étapes d'accélération à chaque. Ouais, à chaque fois, ça augmente. Ouais. Donc à chaque fois, on voit qu'on très rapide, on atteint presque la vitesse de la lumière. Mais par contre, par exemple, entre le SPS et le LHC, la vitesse en elle-même n'augmente pas tant que ça. Par contre, l'énergie de la particule, elle, augmente fortement. Donc, c'est ce qui a été expliqué par lui au tout départ de la visite. On ne peut pas atteindre la vitesse de lumière, par contre, on la tangente et on augmente l'énergie. Voilà, voilà. Une chair. On a déjà grignoté un peu plus de temps. Moi, je vais devoir aller à mon meeting. J'espère que c'était intéressant. Je ne sais pas ce que ça a donné de votre côté. C'était à la place d'un cours de physique ou c'était en plus Ouais, c'est ça qui est important. C'était à la place ou c'était en plus? Est-ce que vous avez perdu du... Vous avez perdu Pour des heures certains, c'était en plus, pour d'autres, c'était à la place. Oui, oui, oui. Bah, félicitations pour ceux qui étaient en plus. Ouais. Bon, j'espère que ça vous a quand même plu. Et vous pouvez toujours passer les questions à Laurent et il peut nous les passer. Nous, on aime bien répondre aux questions. Vous pouvez aussi le faire de façon anonyme si vous avez envie de poser les questions les plus folles. Voilà, n'hésitez pas. Voilà. De toute façon, avec la page, j'ai tout un tas de vidéos que je passerai après aux élèves. Justement, où il y a toutes les petites vidéos qui expliquent un petit peu le fonctionnement du LHC, des détecteurs, ce qu'il y a sur la page. Je me souviens plus de son nom là. Du CERN? Non, celle de CMS, celle qui m'a servi à me connecter là. Ah, ok, les trucs des virtual sites. Ah ouais, je sais pas exactement ce qu'il y a dessus, mais ok, j'imagine qu'ils font ça bien. Il y a plein de petites vidéos. Ok, ça marche. Bon, mais en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Et puis... merci Ludivine, merci Tristan. Et puis, merci on beaucoup à vous vous. voit bientôt alors au CERN. Peut-être, C'est on ça, espère. hein? Si on peut, on essaiera de faire une visite. Ça marche. À bientôt. À bientôt. Bon après-midi à tout le monde. Au revoir.